Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Laitue, Basilic, plantation, poivron, bleuets, pollinisation, haricots, arrosage, fraises, insectes ravageurs et maladies, concombres. fertilisation. Radio Légumes et compagnie, le balado qui vous dit tout pour cultiver et entretenir simplement les plantes comestibles de façon naturelle. Cette émission vous est offerte par Sem Saveur, le spécialiste des plantes comestibles prêtes à planter. C'est l'heure du jardinage, car qui jardine, dîne! Des plants de légumes savoureux et colorés, de fines herbes qui font voyager, de petits fruits irrésistibles, tout prêt à planter. C'est ce que vous propose Sem Saveur. Consultez la page Facebook et le site web de Sem Saveur pour des astuces de jardinage et des idées de recettes. Salut tout le monde, bienvenue à Radio Légumes et compagnie. Ça fait toujours plaisir de vous retrouver. Et bonjour, Monsieur Bertrand. Bonjour Janine. En pleine forme ce matin? Toujours. Aujourd'hui, en tout cas. Oui, non, il faut... Ou cette nuit, ça dépend à quel moment les gens écoutent le balado. Ben voilà, c'est ça. Bon, on va parler aujourd'hui de biodiversité. Puis moi, je pense qu'un boulanger, celui qui fait lever son pain, Oui. est proche de ça. Ben oui, Grâce à la pourquoi pas. biodiversité, il arrive à faire lever son pain parce qu'il utilise quoi? De la levure, du sel, de l'eau, puis ça fait quelque chose. Alors, si on applique ça à la nature, ça peut-tu avoir un sens? Ben oui, ça peut avoir un certain sens. Donc, on va parler de la biodiversité, qui est une condition incontournable à la bonne fonctionnalité des écosystèmes. Donc, c'est ça c'est la partie importante. Pour qu'un écosystème fonctionne, il faut qu'il y ait de la biodiversité. Voilà. Et donc, ça se déploie de plusieurs manières et sous plusieurs formes. OK. Alors, tu nous parles de ça. Mais tu nous en parles. Ceux qui sont visuels puis qui veulent voir un de tes livres, tu sais, lire. Dans quel jardin comestible éco-responsable tu en parles? Parce que tu en as fait deux livres. Donc, c'est dans Comprendre la nature et tirer parti de ses bienfaits. J'ai un gros chapitre sur tout ce qui est la biodiversité et le couple sol-plante. Alors, tu nous parles de biodiversité sous cet angle. C'est ça. Alors, qu'est-ce que la biodiversité? Posons la question. Ben, c'est l'ensemble des êtres vivants ainsi que les écosystèmes dans lesquels ils vivent et qui inclut les interactions des espèces entre elles et avec leur milieu. Donc, c'est tout le monde avec l'interaction de tout le monde. Elle englobe toutes les espèces vivant sur la Terre, leurs interrelations ainsi que les différents gènes, écosystèmes et espèces. Puis je vais revenir sur cette notion-là. Donc, la diversité des espèces vivantes, ça va aussi bien des micro-organismes, végétaux, animaux présents dans le milieu. Et dans les animaux, on inclut les humains. Alors, c'est un méchant beau party, comme on dit, Exact. La biodiversité. Oui. Alors, où est-ce qu'on peut observer là, la biodiversité? Alors, au-dessus du sol, c'est 75% des espèces et à peu près 25% de la biodiversité. Et en dessous du sol, qui est 75% de la biodiversité et 25% des espèces. Donc, je vous invite à écouter le balado « La fantastique et insoupçonnée vie du sol » où là, on vous parle de l'importance de la biodiversité dans le sol. Parce que c'est ça, tu dis, dans le sol, c'est encore plus, énormément plus. Si on prend la biodiversité totale, c'est 75% de la biodiversité totale dans le sol, mais c'est 25%, à peu près 25% des espèces, alors que c'est le contraire, c'est 25% total, mais 75% des espèces. Donc, il y a plus de biodiversité d'espèces au-dessus du sol. Il y en a moins dans le sol, mais elle est plus importante dans le sol qu'elle est ce que vous voyez, finalement, c'est juste 25% de la biodiversité. Voilà. Parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup dans le sol. Bon. Alors, quels sont les différents types? Parce que, tu vas parler de biodiversité à un endroit. Oui. Ça va se traduire d'une certaine façon et ailleurs sur la planète d'une autre façon. C'est pas tout à fait ça, exactement. Là, les trois types, c'est un peu différent. Là, c'est qu'ils sont largement interdépendants. Alors là, il y a la génétique, la spécifique et l'écosystémique. OK. Et il n'y a pas de délimitation précise entre chacune. Donc, la génétique, la biodiversité spécifique dont tu vas nous parler, puis l'écosystémique, c'est tout ensemble. Donc, la biodiversité génétique, c'est elle qui désigne le degré de variation des gènes à l'intérieur d'une même espèce. Elle permet à une espèce d'évoluer avant de s'adapter à l'environnement et à ses variations.
OK? Donc, la génétique, elle peut s'exprimer entre individus, donc les différentes génétiques entre les membres d'un même groupe et d'une même espèce. Si vous y regardez de plus près, il n'y a pas une plante qui est pareille. Même si vous plantez des plantes de la même espèce, génétiquement, elles sont différentes. OK? Elles ne sont pas pareilles. Et puis aussi entre les populations d'une même famille. OK? Donc, dans une même famille, mettons les légumineuses, je vais trouver mon mot, les légumineuses, ben, là, à travers, vous avez des genres, puis vous avez donc des familles, des genres et des espèces. Donc, à travers la grande famille des légumineuses, vous avez différents genres et différentes espèces. C'est ce qu'on appelle la biodiversité génétique. OK? OK. Et puis, on retrouve la même chose chez l'humain. Pour avoir une image claire, c'est la même chose. C'est la même chose. OK. Il n'y a pas un être humain qui est pareil, mais les plantes, c'est la même chose. C'est la même chose. OK. Alors, la biodiversité spécifique maintenant. Là, il faut que tu nous apportes des images. La diversité des espèces ou diversité interspécifique. OK? Elle caractérise la variété des espèces et des populations, aussi bien végétales qu'animales. Donc, elle se caractérise par le nombre d'espèces vivantes, quelle que soit l'appartenance à une classe ou à une autre de la classification du vivant, ou la répartition des espèces sur un territoire donné dans un écosystème. Donc ça, c'est la spécifique, c'est au niveau de l'espèce. OK? Donc la génétique, c'est global, et la spécifique, c'est plus facile à caractériser parce qu'elle est limitée. Elle est facilement visible et limitée dans l'espace. Okay? Donc, sur un territoire, mettons le Québec, mais là, on va avoir une biodiversité spécifique qui est les arbres du Québec, les plantes du Québec et les micro-organismes du Québec et ainsi de suite. Donc, ce qu'on va retrouver. Ce qui ne pousse pas ailleurs. Je vais vous donner un exemple. Naturellement, au Québec, il n'y a pas de vers de terre dans le sol. Okay? Mais ça, c'est étonnant. Alors, à chaque fois que tu nous dis ça, hein? En Europe, il y en a. Donc, ça, c'est la biodiversité spécifiquement au Québec. Il y en a quelques-uns, là, mais c'est des toutes petites populations. OK? Donc, spécifiquement, dans son écosystème, il n'y en a pas. Là, on en a rajouté, ce qui est une modification. Mais à la base, il n'y en a pas. Et donc, ça fait partie de la spécificité de l'environnement. OK. C'est-à-dire ça pousse... Oui, ça pousse ici. Ça ne pousserait pas ailleurs, d'abord. Donc, c'est spécifique au Québec, par exemple. C'est ça, spécifique au Québec. OK. Et qu'est-ce que la biodiversité écosystémique? C'est la diversité de tous les écosystèmes qui existent sur la planète. On va se dire qu'au jardin comestible, ce n'est pas tellement utile de savoir ça. Je vous le donne juste pour information. Donc, écosystémique, c'est tous les écosystèmes amalgamés forment la planète Terre. C'est ça. Fait que tu as des écosystèmes dans le Sahara, c'en est un. Ils ne poussent pas beaucoup. La forêt boréale, la forêt amazonienne sont tous des écosystèmes. Et l'ensemble de ces écosystèmes font la biodiversité écosystémique. De la planète. Voilà. Et dans ton jardin, tu vas imiter la même chose. Non, pas la planète. Non, tu ne vas pas... Mais ça va être plutôt la biodiversité systémique. De ton jardin. Pas systémique, excuse-moi. Spécifique. Spécifique dans ton jardin. Et génétique. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Amoureux des fines herbes, les prêt-à-planter Sème Saveur sont faits pour vous. Avec plus de 75 variétés de fines herbes différentes, vous avez l'embarras du choix pour ajouter de la saveur et de la fraîcheur à vos plats. Mais ce n'est pas tout. Ces fines herbes sont maintenant disponibles en petits pots biodégradables, offrant un choix écologique. Adoptez les prêt-à-planter Sème Saveur, c'est jardiner de manière amusante et responsable. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Alors, les principales raisons, Bertrand, d'encourager la biodiversité au jardin et non sur la planète.
Voilà. Déjà assez compliqué C'est- dans le jardin. C'est ça. OK. Donc, on va essayer de créer un écosystème fonctionnel. OK? Rappelez que fonctionnel ne veut pas dire équilibré. Fonctionnel où chacun a sa propre fonction. Pourquoi? Parce qu'on va avoir plus de résilience. Une monoculture versus une polyculture. Monoculture, ça n'a pas de résilience. Si vous avez un insecte qui rentre dans votre culture de maïs, c'est toute la culture de maïs qui passe. Si vous avez de la polyculture, vous avez du maïs, des radis, de la laitue, des tomates et ainsi de suite, bien, si ça attaque le maïs, il vous reste encore d'autres choses. Donc, la biodiversité vous permet une certaine résilience. La biodiversité va réduire les interventions. OK? Vous avez un champ de maïs, je reprends le champ de maïs, vous avez un insecte, vous allez intervenir plusieurs fois. Alors que la biodiversité va vous permettre d'avoir un certain équilibre dans tout ça. OK? Donc, il y a des insectes qui vont attaquer, mais il y a des prédateurs qui vont être présents. Ces prédateurs, ils vont avoir besoin d'autres plantes, là. Donc, c'est un ensemble. Et on dit que, en général, la biodiversité amplifie la productivité primaire, ce qu'on appelle. Donc, un jardin biodiversifié est plus productif qu'un jardin non biodiversifié. Mais pourquoi tu utilises l'adjectif primaire? Ben, parce qu'il y a plusieurs sortes de productivité. La productivité primaire, c'est ce que vous allez récolter. OK? Mais il y a d'autres productivités, c'est-à-dire que un jardin va aussi produire de l'oxygène. Il va aussi retenir l'eau. Il va aussi permettre l'infiltration de l'eau. Ça, c'est la productivité secondaire. Parfait. La primaire, c'est celle que finalement on récolte. Parfait. La concrète. La concrète. Alors, tu as abordé l'aspect, là, qu'est-ce que la résilience d'un écosystème? On va aller plus à fond. Si tu nous permets, on t'écoute. On est tout oui. Tout oui. Résilience d'un écosystème. C'est la capacité d'un écosystème à retrouver ses équilibres initiaux, enfin sa position initiale, après avoir subi des perturbations extérieures dont les causes peuvent être d'origine naturelle, incendie, tempête, ou humaine, défrichement, labour et ainsi de suite. Parce que l'humain vient aussi démolir perturber. OK? Perturber. Donc la résilience, c'est le retour à une certaine normalité, sachant qu'après, avec la résilience, il n'y a jamais de retour à la totale normalité. Non. OK? Ça n'existe pas. C'est pas possible, c'est ça. Pas possible. On parle de résilience, on a parlé de résilience pour les écosystèmes, on parle de résilience chez les enfants notamment. OK? C'est Cyrulnik qui a fait grand cas de la résilience chez les enfants. Les enfants vont revenir à un certain équilibre, à une certaine fonctionnalité, mais ils ne vont jamais oublier totalement ce qui leur est arrivé. Donc, puis ils vont en avoir des séquelles. Ils vont en avoir des séquelles et ça va faire partie de leur historique. Là. Oui. C'est la même chose pour un écosystème. Alors, si on parle de productivité primaire, tu nous as parlé des récoltes, d'un écosystème. On peut le concevoir d'une autre façon, là. Alors, c'est la quantité de nouvelles biomasses qu'on est capable de produire. La biomasse, elle représente la quantité totale de toutes les matières organiques, végétales et animales présentes à un moment précis dans cet écosystème. Nous, au jardin, notre biomasse, ça va être ce qu'on récolte. Hein? Donc, c'est aussi simple que ça. Mais est-ce qu'on peut considérer dans la biomasse, Bertrand, toutes les feuilles qu'on va mettre au compostage? Ça, c'est la secondaire. Ça, c'est la secondaire. C'est la secondaire. Comme en forêt. C'est ça. C'est les feuilles qui tombent et tout ça, c'est une production. C'est dans le système primaire, mais pour nous, au jardin, elle devient secondaire. Elle devient secondaire. OK, on va finir par comprendre. Oh oui. Et comment s'assurer de la biodiversité au jardin? Tu dis, le terme le suggère pas mal. Oui. Tu y vas. Mais comment s'en assurer qu'on est assez biodiversifié? On va utiliser tous les types de végétaux, herbacés, ligneux, annuels, vivaces. On va avoir des animaux. Quand je parle des animaux, pensons à la vie du sol, les humains. Et donc, on s'approche du concept de biodiversité spécifique. C'est là où on est spécifique. On peut additionner plusieurs écosystèmes pour former un grand écosystème. Donc, polyculture, en forme de biodiversité, ça s'oppose à la monoculture, donc à l'appauvrissement de la diversité spécifique. Donc, plus on va avoir de plantes différentes, plus on va avoir d'éléments différents, plus on va atteindre la biodiversité. Fait que des plates-bandes sur des mètres et des mètres et des mètres d'une même plante. C'est un exemple. C'est ça. Tu as moins de biodiversité. Quand vous arrivez dans un parc puis vous voyez 250 graminées les unes à côté des autres, il n'y a pas de biodiversité. C'est ça. Et donc, s'il y a un problème, ça va disparaître. Donc, dans votre potager, si vous avez que des tomates,
ben, à un moment donné, si vous en prenez des tomates, ben, vous n'avez pas de résilience. C'est ça. Donc, c'est de la monoculture. C'est ça. Puis, c'est peu de biodiversité dans ce cas-là. En plein ça. Alors, tu soulèves une notion que tu nommes effet de bordure. Et ça, honnêtement, je n'ai jamais entendu parler de ça. Non. Et c'est pourtant logique. C'est ça. Alors, on en parle beaucoup en biologie. Il y a beaucoup de discussions sur l'effet de bordure. Là, c'est un peu compliqué, mais je vais vous résumer ça quand même. C'est la zone de rencontre de deux écosystèmes. OK? Et ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'il y a une biodiversité. C'est que les deux écosystèmes vont se fondre et il y a une plus grande biodiversité à cet endroit-là. Okay, dans cette bordure-là. OK? Donc, on retrouve ça notamment dans les lisières. OK? Donc, vous avez une forêt d'un côté, puis une prairie de l'autre. Et la partie qu'on appelle la lisière, qui est entre le boisé, donc avec des arbres qui sont plus petits, et la prairie avec des plantes qui sont un peu plus hautes, va être forte en biodiversité. OK? Aujourd'hui, il y a des problèmes parce qu'on crée des effets de bordure et on perd de la biodiversité à l'intérieur. Là, je n'entrerai pas dans trop le détail. Et donc, cet effet, cette bordure, elle est d'une épaisseur variable, elle est sinueuse et fluide. Okay? C'est pas une bordure droite, bien carrée. Donc, à certains endroits, elle peut être très forte en biodiversité, puis dans d'autres endroits, moins forte en biodiversité. Bon, comment t'appliques cette notion-là de zone de rencontre dans un potager ou dans une cour de banlieue? Exemple. Tu mélanges tes légumes. Mais en bordure. L'effet de bordure va être que, au lieu de faire l'effet de bordure, c'est du compagnonnage. Mm-hmm. Par exemple, okay, tu pourrais dire ça. Okay? Oui, OK. L'effet de bordure, c'est du compagnonnage. Quand tu mets des tomates avec du basilic, tu as un effet de bordure. OK, on peut entendre ça. Si tu mets que des tomates, OK, tu n'as pas d'effet. Tu mets des tomates avec basilic, avec de la sarriette, tu vas avoir un effet de bordure. Pourquoi? Parce que tu as deux plantes, là. Je simplifie, là, c'est pas tout à fait ça, mais si tu veux, on va revenir, dans un balado dont on a déjà parlé, sur les fruitiers. Quand tu fais un verger potager, ben là, tu as des effets de bordure parce que tu vas avoir des arbres et tu vas avoir des légumes. OK? Puis c'est que là, on a pris l'habitude de planter des légumes en rangée, mais de plus en plus, les gens vont planter des légumes mélangés et là, on va avoir vraiment des effets de bordure. Et c'est d'autant plus applicable dans un jardin de maison que dans un champ. Tu sais, un grand producteur, il va invoquer que c'est la machinerie. Ça permet à la machinerie de faire les récoltes mécaniquement. OK? C'est pour ça qu'ils font de la monoculture. Mais donc, on pense à nos jardins, à chez nous. Là. Oui, donc, on peut vraiment l'appliquer. Mais pour reprendre ton exemple agricole, le fait d'avoir des haies, ce qu'on a détruit complètement, okay, le fait d'avoir des arbres, des haies, provoque un effet de bordure. Okay? Un petit effet de bordure, mais provoque un effet de bordure. C'est-à-dire que plus on a de biodiversité, plus on a des effets de bordure qui peuvent être très petits ou très gros, dépendant des cas. Donc, ça peut venir compenser la monoculture que certains producteurs ne peuvent pas éviter. Là. C'est ça. C'est ça. OK. De toute façon, la grande agriculture va devoir être repensée, probablement, éventuellement. Oui, c'est ça. Oui, on ne rentrera pas là-dedans aujourd'hui. Non, on va rester dans notre potager. Alors, comment créer un effet de bordure qui favorise un jardin qui est comestible? Donc, on ne sépare pas les différents éléments du jardin. C'est-à-dire, on va revenir, vous ne faites pas un potager puis un verger. Vous essayez de mélanger les deux. Vous ne mettez pas juste des plantes annuelles avec des plantes annuelles puis des plantes vivaces avec des plantes vivaces. Vous mélangez les deux. Vous essayez d'avoir une intégration et puis on va disposer en groupe plutôt qu'en rangée. Par exemple, sur votre planche, on cultive beaucoup en planche. Sur votre planche, vous pouvez mettre des tomates. Vous pouvez mettre d'autres plantes à côté, puis remettre des tomates sur une autre planche. Là, vous n'êtes pas obligé de remplir la planche au complet de tomates. Vous pouvez la scinder à ce moment-là. Tout dépend de la grandeur de votre potager. Dans un petit potager, c'est plus compliqué. Dans un plus grand potager, c'est plus facile. C'est que si tu fais des rotations, je fais l'avocat du diable, si tu fais des rotations de planches, puis que tu mets des tomates, puis tout ça, comprends-tu? Tu peux faire Tu pourrais arriver à créer une certaine biodiversité quand même. Dans un petit potager, ça va être compliqué. Dans un plus grand potager, je l'ai fait. À Boucherville, je l'ai fait dans le potager comme on l'a fait dans le potager collectif, où on a divisé les planches qui sont quand même assez longues en 4 morceaux. Et là, on déplace les modules, ce qu'on appelle,
pour ça. Et donc, on a plus d'effets de bordure et plus de biodiversité. Alors, on va parler de biodiversité bioculturelle. Là, Bertrand, là, vas-y, lance-toi. C'est celle qui présente des aspects culturels, aussi bien culturels que linguistiques. Là. Là. OK. Ben, je vais vous donner 2 exemples. La production des bleuets au lac Saint-Jean. On les écoute quand même pas avec leur langage de bleuet. Ben oui, on les écoute. Là. Donc, au lac Saint-Jean, ou les poires en France, c'est ce qu'on appelle des productions bioculturelles. Les Français sont maniaques de poires. Au lac Saint-Jean, les bleuets sont maniaques de bleuets. Donc, et on peut en citer 4 rapidement. Là, on a la diversité bioculturelle du froment dans l'Ancien Monde. Le blé, l'orge, l'avoine, donc c'est la civilisation du froment. Ça, c'était le Moyen-Âge et tout ça, là. Non, c'est aujourd'hui encore. Qu'est-ce que tu dis dans l'Ancien Monde? Aujourd'hui, les gens mangent du pain de blé. Oui. C'est l'Ancien Monde, mais je veux dire en Europe. En Europe, c'est ça. OK, dans l'Ancien Monde, en Europe. En Afrique, on mange du mil et du sorgho. C'est la civilisation du mil et du sorgho. En Asie, on mange du riz. C'est la civilisation du riz. Puis en Amérique, on mange du maïs. C'est la civilisation du maïs. Donc ça va teinter la nourriture des gens, OK? Vous avez aussi, on pourrait rajouter en Amérique le haricot, là, qui sont la base de la nourriture, OK? Donc, ça a des impacts sur les traditions culinaires aussi. Tout ça, oui. Mais tu parles à ce moment-là de biodiversité bioculturelle. Bioculturelle. Mais aujourd'hui, c'est parce qu'on fait des échanges. Mais ça reste la base de l'alimentation en Asie. Le riz. Oui. Sous différentes formes. Puis le maïs sous différentes formes. Enlève le pain aux Français, puis c'est la révolution. C'est ça qu'ils ont fait d'ailleurs, la révolution des farines. Mais ça tient quasiment. Ça tient quasiment de la monoculture. Comprends-tu, au départ? Oui, ça tient de la monoculture, effectivement. Mais aujourd'hui, parce qu'on mange d'autres choses. Mais ce que je veux dire, c'est que la biodiversité peut avoir une certaine forme de culture et qui va teinter. C'est-à-dire que le Français va aller avec son pain, mais il peut mettre des tomates, il peut mettre d'autres choses, il peut mettre de la salade de choux, il peut mettre tout ce que tu voudras. Je vais te donner un autre exemple. L'Alsace avec la choucroute. On cultive énormément de choux à choucroute. Donc, ce que je veux dire, il y a des éléments bioculturels. Et donc, si vous avez un certain appétit de bioculture, vous allez peut-être cultiver des légumes. On le voit avec les légumes asiatiques où les gens originaires d'Asie qui viennent en Amérique du Nord cultivent aussi des légumes. Donc, les bok choy, tout ça. C'est cette biodiversité culturelle aussi qui est intéressante. Et qui vient nourrir la biodiversité locale. C'est ça. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Vous voulez rendre votre potager et votre jardin fruitier plus écologiques? L'horticulteur Bertrand Dumont vous propose 2 livres sur le jardin comestible éco-responsable. L'un, Comprendre la nature et tirer parti de ses bienfaits, aborde le fonctionnement de la plante, celui du sol et son travail, la matière organique, la nutrition des plantes et la gestion de l'eau. L'autre, Aménager et cultiver en respectant la terre, décrit les étapes de planification, de sélection, de mise en place, ainsi que la multiplication, la plantation, l'entretien et la récolte d'un jardin comestible éco-responsable. Ces 2 livres sont en vente uniquement sur la boutique en ligne radiolégumes.com. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Alors Bertrand, tu en as parlé un petit peu au début du balado. Les biodiversités au-dessus du sol et en dessous, c'est connecté? Absolument. Parce que là, on a parlé de surface, mais c'est interconnecté. Hein? Très, très important. Plus la nature est biodiversifiée, plus elle est connectée. Okay? Donc, plus il y a de biodiversité, plus il y a de connexion. Entre le sol profond et le sol de surface? Alors, demandez-moi pas lesquels, parce qu'il y a tellement de connexions puis d'interconnexions que c'est un peu difficile, presque impossible à tout savoir. Okay? C'est là la difficulté souvent qu'on a avec les études, c'est qu'il y a tellement d'interactions que
on essaye d'en enlever, mais en laboratoire, ça marche, mais quand on arrive sur le terrain, ça marche plus parce qu'il y a d'autres interactions qui rentrent en ligne de compte. Qu'on n'a pas encore identifiées. C'est ça. On n'a pas identifié, puis c'est tellement compliqué qu'on ne pourra pas les identifier. Donc, cette biodiversité, et c'est pour ça que je parle beaucoup dans mon livre de couple sol-plante. OK? La plante, sans plante, pas de sol, sans sol, pas de plante. OK? C'est l'ensemble. C'est un résumé de la biodiversité, mais ces deux éléments-là, OK, font que pour avoir un sol vivant, OK, oui, il y a des sols, mais est-ce que le désert est un sol? Là, c'est une autre dimension. Ben oui. Il est moins productif. C'est pas vraiment un... C'est un sol, c'est du sable. C'est pas tout à fait un sol, là, dans le sens, c'est de la... C'est pas une terre cultivable. Pas une terre cultivable, c'est ça. Mais, parce que dans le désert, c'est comment tu appelles ça? Le compost, tout ça, il n'y en a pas. C'est ça. Il n'y a pas de... Il n'y a rien qui a enrichi. Alors, la biodiversité, comment ça s'applique puis comment ça se développe dans un jardin comestible? Je viens juste d'en parler. Donc, c'est le couple sol-plante, OK? Donc, pas de sol, pas de plante, pas de plante, pas de sol. Donc, j'en parle dans le jardin comestible éco-responsable, comprendre la nature et tirer parti de ses bienfaits. OK, ça, c'est tes derniers livres, et c'est même là. au cœur du concept du jardin comestible éco-responsable. Pour moi, c'est le cœur. Et quand on respecte le couple sol-plante, ce qu'on va faire, c'est qu'on va finir par avoir moins de travail et ça va coûter moins cher à produire. OK? Ça va être plus facile à produire. En se basant sur cet élément de la nature, on va être capable d'arriver à mieux produire en y mettant moins de temps et moins d'intrants. Puis avoir une plus belle terre. Oui. C'est ça. Alors, le jardin comestible éco-responsable, c'est un concept. Oui, c'est un concept. Et tu as mis 2 livres pour tout expliquer tout ça. Oui. Mais qui est basé vraiment sur ce couple sol-plante-là. C'est vraiment la biodiversité, pour moi, qui est la clé là, de notre survie comme humain sur la Terre. Le sol, la plante, masculin, féminin, yin, yang. Le soleil, la lune, éclipse. Voilà, tout marche sur le même principe. Et voilà. Alors, le biomimétisme, maintenant, une autre notion, Bertrand. Alors, c'est une démarche qui consiste à transférer et adapter à l'espèce humaine les solutions déjà élaborées par la faune et la flore dans la nature. C'est l'imitation du vivant, OK? On peut aussi la qualifier de bio-inspiration. Et l'avantage que ça a, c'est que ça réduit les coûts environnementaux et énergétiques. Et là, tu vas me permettre une petite digression. Parce qu'un des grands spécialistes de du biomimétisme, c'est Gaudi. Tada! Okay. C'était écrit ici, je l'avais écrit parce que c'est exactement l'image qui m'est venue. Gaudi était capable de créer une merveille, parce que pour moi, la Sagrada Familia, c'est une merveille grâce au biomimétisme. Okay? Il l'a imité. Sans ça, il n'aurait été jamais capable de construire la Sagrada Familia parce qu'il ne voulait pas d'avoir d'arc-boutant pour tenir la nef. Et donc, il a utilisé la forme des arbres pour tenir la nef. Et ça fonctionne. Donc, le biomimétisme lui a permis d'aller jusqu'à son idée complète grâce à l'imitation de la nature. Voilà. Il s'est inspiré carrément de la nature. Oui. Puis ceux qui ont visité cette cathédrale incroyable, oui. tu le vois partout. Tu vois partout l'imitation. Les portes, tu as des bourdons, tu as des grenouilles. Mais dans la structure même est biomimétique. Alors, on va finir sur un ton artistique, OK? La nature comme source d'inspiration pour le jardinier, pour les artistes, pour tout le monde. Le biomimétisme peut se faire au jardin. Par exemple, la structure d'un arbre et ses ramifications, son arborescence qui transporte l'eau des racines à la pointe des tiges, peut servir de modèle pour dessiner les voies de circulation et les voies à répartir entre voies carrossables, le tronc, les allées, les branches et les sentiers, les branches charpentières et les petites branches. Donc, on pourrait dessiner son jardin de cette manière-là, en s'inspirant de cette idée. Les vagues, les méandres d'un fleuve pour créer l'interface entre les écosystèmes et les effets de bordure. C'est fluide. Au lieu de faire ça droit, la nature le fait en ligne, en truc. Puis les méandres, on dit ça,
Ça ralentit le courant de l'eau. Oui. L'eau a le temps de C'est nourrir, ça. d'apporter des alluvions. Fait que si tu construis ton jardin un peu sur ce principe-là, mais en terre, C'est ça. avec tes bordures, Et tu tu fais pourrais ça, le faire là. aussi pour tes allées. Hein, au lieu de faire comme un arbre, tu peux faire avec comme les allées. Les allées en méandre vont ralentir la vitesse de l'eau, donc l'eau va avoir du temps à s'infiltrer. Les toiles d'araignée, les alvéoles d'abeilles, la distribution des graines de tournesol. Sur une fleur. Sur une fleur, oui. ben, c'est comme des plantations à quinconces, des Ah. connexions multiples et l'intégration de multiples écosystèmes. Donc, créer avec des formes naturelles, s'inspirer de la nature ça. pour créer des belles affaires dans son potager. Des pommes de pin, des vrilles ou du vent pour créer des spirales. OK? Puis des branches d'arbres, pardon, je vais... Ça, c'est le chat qui entre dans l'écosystème. Écosystème, des branches, des arbres, des rameaux, des branches, des nervures des feuilles pour, par exemple, créer une organisation fractale. Donc, on peut s'inspirer de la nature pour, au lieu de faire des planches carrées puis un peu idiotes, là, j'allais dire, on peut développer des idées intéressantes pour pouvoir faire d'un jardin quelque chose de plus naturel encore. C'est-à-dire sortir un peu du carré ou du rectangle pour avoir des formes plus organiques. Des formes plus organiques qui rappellent la nature, C'est ça. qui fait qu'on s'inspire et qu'on s'instruit de la nature. Alors voilà qui complète ce balado structurel, architectural. En tout cas, il y a de quoi méditer là-dessus. Voilà. Hein? Alors, vous allez sur la page radiolégumes.com pour plus d'informations. Vous pouvez consulter les centaines de balados qui ont été produits jusqu'à maintenant. Je voudrais remercier Sam Saveur ainsi que Xavier Gervais-Dumont pour la musique, son frère Charles pour l'assistance technique. Bertrand, merci pour ces informations. Je vais te dire qu'on en a plein la tête et si on en veut plus, on consulte tes livres parce que ça nous donne le temps d'assimiler davantage que dans un balado, admettons. Exact. Alors, tu dis, c'est quoi le titre de ton livre? Je m'en souviens jamais. Non, c'est pas vrai. C'est comprendre la nature et tirer parti de ses bienfaits. De ta série Jardin Jardin comestible, comestible, éco-responsable. éco-responsable. Bon, on va finir par s'en rappeler. Salut tout le monde, à bientôt. Bye. À la prochaine. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles.